C'est une escale de Jeanne particulière. Mon invitée, je l'ai déjà rencontrée et même interviewée, il y a 3 ans. Depuis, je la suis sur les réseaux sociaux et dans son écriture, ses livres. Depuis, elle semble avoir changé et pourtant elle me paraît la même, peut-être plus rageuse, plus fragile. Anne Perrin, bonjour. Bonjour Jeanne. Anne, un jour vous m'avez raconté qu'une lampe servante au théâtre, c'est une lampe que l'on garde allumée sur scène quand il n'y a personne. Ainsi, dans l'obscurité, elle veille et si quelqu'un vient, elle est là. Êtes-vous cette lampe, Anne ? Ce serait très prétentieux de le dire ainsi. Je ne suis pas une lumière qui éclaire les autres. Mais par contre, la lampe, elle est là pour protéger les autres. Donc parfois, c'est vrai que j'essaie d'être attentive, suffisamment en empathie, pour éviter que les autres tombent par terre. Ce que fait la lampe sur un plateau. Est-ce que c'est une lampe d'attente, la lampe servante ? C'est une lampe d'attente dans la mesure où elle est dans un lieu où il y a eu des acteurs, des techniciens au plateau, et ils sont partis. Donc elle est là entre les arrivées et les départs. Dans ce sens-là, elle est en position d'attente, oui. J'ai toujours l'impression que vous attendez, peut-être pas plus, mais vous attendez encore la vie en plus grand, en plus augmenté, je dirais. J'ai un côté exalté qui fait que j'attends des choses fortes parce qu'elles me nourrissent. Après, j'attends que le monde évolue un peu mieux, quoi. Que les choses soient un peu plus belles dans le présent de chacun. Donc ça, c'est une forme d'attente. Est-ce que j'y participe en essayant d'améliorer les choses? J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Et vous, dans votre propre vie, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Ou attendre en plus? Il y a un peu le flip de la page blanche, donc d'être en inspiration toujours, de me risquer à de l'imaginaire, d'inventer des histoires qui plaisent aux autres, de me faire plaisir à moi-même, mais que ce soit qu'il y ait un retour bénéfique et que ça nourrisse d'autres, oui, ça j'aimerais bien. Donc le public est important pour la lampe servante. D'être dans le partage et l'échange, oui, c'est important. Que ce soit au théâtre ou en écriture, ouais, c'est important. C'est devenu important. Avant, je faisais des choses pour moi, maintenant je les fais pour les autres. Vous avez en vous des tendresses magnifiques, mais aussi une rage incroyable, et ce n'est pas nouveau. Cette façon de vous enflammer et d'enflammer la toile des réseaux. Pourquoi, Anne, confier à des milliers qui ne vous connaissent pas cette rage, parfois, ou tout simplement cette part de vous, comme ça? C'est des questions d'humeur, c'est des moments où quelque chose bouillonne à l'intérieur de moi et où j'ai besoin de le poser pour manifester une indignation particulière. C'est pas tellement des livraisons de ma vie privée. Hein. Oui, bien sûr. Je sépare bien l'intime du public, bien sûr. Et j'ai pas envie de m'étaler sur ce que je ressens pour moi-même ou ce que je vis pour moi-même. Ça, c'est vraiment pas j'ai pas suffisamment d'exhibitionnisme en moi pour me permettre ça sur les réseaux. Mais témoigner de quelque chose qui m'enrage sur le moment, c'est lâcher, c'est expulser un besoin de dire. Et cette chose particulière-là, peut-être qu'elle devient l'affaire de tous. Et est-ce que ça vous soulage après? Ah ben je pense quand même, comment je ne le ferais pas. C'est un peu égoïste quand même, oui. Mais, et vous êtes retrouvé chez les autres, parce que quand même, je vois un peu les réponses. Beaucoup de personnes viennent, même parfois sans savoir ce qui vous a pris, participer. Je dirais cette participation gratuite où chacun vient à son tour dire quelque chose. Mais il y a un écho. Il y a un écho. Je crois que ça fait écho. C'est pour ça que je dis qu'au départ, ça démarre par une sensation du particulier, du domaine du particulier, et que ça fait écho, et du coup ça devient, entre guillemets, universel. Et ça a une portée qui résonne pour d'autres. Et cette confidence, je dirais, au vent, mais dans le sens noble du vent, parce que le public, c'est pas du vent dans le sens vent, mais je dirais un peu inconnu, c'est ça. Donc, cette confidence au vent, qui est quand même portée après par ce public qui vous répond, mais aussi dans une confidence au vent, parce qu'on ne sait pas où il va chercher sa propre rage lui-même, c'est quand même incroyable comme écho. Incroyable, je ne sais pas si c'est incroyable. Mais est-ce que ça vous... Je pense que ce phénomène m'intrigue. Je crois que dans ces moments de rage, il s'agit de moi. C'est vrai que je m'adresse moins aux autres. Je fais part de quelque chose publiquement qui est sur du sentiment de colère ou de rage. Maintenant, c'est pas là que je vais chercher un retour de ça. Il se trouve qu'il y a des retours. Que ce soit incroyable,
j'arrive pas à dire. Il faut croire que c'est croyable puisque ça se passe. C'est très troublant pour ceux qui lisent. Et la rage et le retour. Parce que quand je dis rage, c'est avec beaucoup d'affection, n'est-ce pas que je le dis? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de le faire. Vous voyez, vous êtes une femme spontanée. Oui. Et dans cette spontanéité... Je suis un peu une grande gueule aussi. Oui, c'est très bien ça, c'est très bien. C'est même, je dirais, moi ce qui me trouble dans le sens je me pose des questions, c'est de voir, parce que je vous lis tous les jours, même si je n'interviens pas, et il y a des jours où c'est vraiment de la grande poésie, je dirais tendre, et il y a des jours c'est une bombe atomique presque, et les autres arrivent, et je me dis, il y a une conversation qu'on ne connaît pas, qui n'est pas du tout cachée, mais qui est comme une conversation entre deux personnes, plusieurs personnes, et chacun dit quelque chose que l'autre n'attend peut-être pas, mais chacun parle de lui. Et c'est ça que je trouve très touchant. Oui, oui, d'accord. Voilà. Mais il y aurait peut-être que c'est pas non plus dans les habitudes de tout le monde de manifester son humeur, et que du coup, alors, sans être chef de rien, hein, peut-être que je deviens le porte-voix de quelque chose, et que les sans-voix qui ressentent ça trouvent là un accès qui leur permet eux-mêmes de se livrer, alors que normalement ils n'ont pas l'occasion, ou ils ne se permettent pas, ils ne s'autorisent pas de le faire. Je sers de tremplin peut-être à d'autres à ce moment-là. Et puis, il y a des jours, ce qui semble être, je dis Marseille parce que parfois on reconnaît des paysages, ou ailleurs, c'est votre lieu serein. Est-ce un lieu, une personne, les deux? Et là, on a une confidence douce et très belle, par exemple, sentir glisser l'eau des yeux, ému par tant de légèreté, à prendre sa chance comme un baiser. Notre présent est infini. Racontez-nous ces moments-là. Bah, le présent infini, ça veut dire que c'est composé de plein de choses. Ça peut être un beau paysage, mais c'est sûr que quand il est observé et contemplé en bonne compagnie, c'est encore mieux. Parce qu'on peut être, à ce moment-là, on peut être à la fois dans la contemplation, mais aussi dans le partage d'une émotion au-delà des mots. Donc on n'aura jamais le même regard sur les choses ou sur les gens ou sur ce qu'on a devant nous. C'est sûr que chaque regard est particulier et individuel, mais l'émotion du voir ensemble, donc c'est à la fois un lieu et une personne, plus l'émotion partagée. Quand est-ce que vient cette inspiration? Bon, ça part toujours d'une image. Hein. Oui. C'est l'image que je mets sur le réseau qui alimente l'écriture. Parce qu'elle me procure une émotion et j'ai une idée de départ. Et après, ça coule. Après, ça coule, ça part assez vite en fait. Mais à partir d'une image toujours. Alors là, c'est vrai que c'est plus solitaire comme démarche. Oui. Vous reprenez cette phrase d'Alexandra Julien. Être libre demande un certain courage. Êtes-vous libre, Anne Perrin? Ou est-ce l'aveu doux d'une envie de liberté? Et qu'est-ce que être libre aujourd'hui? Alors, je me sens libre. Ça ne veut pas dire je suis libre. C'est une sensation, la liberté. Je pense que la liberté telle qu'on l'évoque et telle qu'on la définit, notamment en philosophie, c'est un vœu pieux. Et c'est très très compliqué de la définir réellement. La vraie liberté telle qu'elle est, non pas exaucée, mais souhaitée, je pense qu'elle n'existe pas. On est tous pris par des contraintes, chacun à nos niveaux différents, et par des obligations qui font qu'elle est limitée par tout ça, quoi. La notion de liberté, c'est une notion, c'est un concept, mais dans le vécu de chaque jour, c'est un concept qui n'est pas applicable. J'y crois pas à la liberté absolue, pour répondre à ça. Donc je n'y aspire pas vraiment. Je ne suis pas libre, mais je me sens libre. Oui. C'est de l'ordre de la sensation. En 2019, vous écriviez « Il y aura des rires, des songes éperdus, des printemps incessants, des sourires amis, des paroles gravées dans la chair, dans l'âme, dans les corps. Nous nous souviendrons, nous nous souviendrons. » Parce que nous nous souviendrons, j'ai l'impression que c'est une incantation. Et c'est très beau. C'est de cet ordre-là, oui. Nous nous souviendrons, c'est de nouveau une forme de souhait. Inaccessible. C'est-à-dire, ce qui est posé, c'est que les choses vécues sont belles, on est dans l'instant présent, et je fais une échappée à la fin en disant nous nous souviendrons, c'est le souhait de garder ces moments beaux comme un souvenir beau. Et malheureusement, la vie, des fois, elle nous dit que entre le vœu
de départ, le souhait de départ et le souvenir qu'on a de ce que l'on disait une année auparavant, eh bien, il y a une nuance, il y a une différence qui correspond. Et le « nous nous souviendrons », c'est vraiment garder le souvenir beau, tel qu'il a été émis à l'époque. Mais malheureusement, ouais, la vie, des fois, nous raconte que le souvenir, il n'est pas aussi beau que ce qu'on a pu émettre comme Est-ce que cette femme qui parfois est en rage, oui. N'est-ce pas la femme qui peut-être aussi était perdue pas de liberté, de beauté, de beaucoup de choses, etc. Et qui attend? Non, l'attente, c'est pas la pas contemplation. Votre truc, hein. La contemplation des choses, on l'avait déjà évoqué il y a 3 ans. Contempler, rêvasser, oui, mais je considère pas que c'est une posture d'attente. Mais pourquoi vous avez peur du mot d'attente? Attente ne veut pas dire quelque chose d'immobile. Parce que ça coïncide avec quelque chose d'inactif et de passif. Quelque chose. Ouais, on est en attente. Est-ce qu'on ose avouer ça? Je pense que la vie ce sont des attentes permanentes. On est en attente toujours de quelque chose dans la vie. Autrement, on est mort, vivant. Enfin, je ne sais pas, c'est ma conception de l'attente. L'attente, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'immobile. L'attente, ça veut dire aspirer à, encore, comme une gourmandise, comme une vie augmentée, comme encore. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Oui, il y a le encore plus fort. Et le plus fort peut être vraiment dans un excès de tendresse. Il y a est-ce que c'est empirique? Je ne suis pas sûre, mais il y a une vraie envie de faire coïncider ce qui est dit, là je parle d'écriture, oui, avec vivre des émotions qui sont à la hauteur des engagements pris en écriture. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, dans ce sens-là, il y a une attente, oui. De toujours pouvoir alimenter, de toujours pouvoir nourrir, ce qui va ensuite rejaillir d'une manière ou d'une autre dans les écrits. Qu'est-ce qui fait pleurer Anne Perrin? Pas de rage. La dernière fois, c'était au Théâtre de la Colline, il y a 2 jours, un spectacle, Mère, de Wajdi Mouawad. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. Les émotions procurées par les arts, quels qu'ils soient. Ça peut être une peinture, ça peut être une musique, ça peut être donc une pièce de théâtre comme Mère de Mouawad. Qu'est-ce que j'oublie là-dedans? Enfin voilà. Vous êtes jeune, mais est-ce que vous pleurez sur ce qui n'a pas été? Enfin jeune. Ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qui n'a pas été chez Anne Perrin? Il y a des deuils. J'essaie de vous coincer, Anne, c'est tout. Voilà, vous êtes en train de. Je lâche un peu. Il y a des deuils subis, inattendus, violents. Il y a un truc comme ça quand j'avais 14 ans, dont je ne me remettrai jamais, c'est évident. Parce que c'est un meurtre, donc dans ma famille proche. Vous avez vécu ça, c'est terrible. Et ça, on ne peut pas se remettre de ça. Donc il y a un avant et un après ça. Ah oui, largement, ouais. Il y a eu beaucoup de ruptures dans ma propre vie à ce moment-là. Oui. Il fallait que je la remplace, il fallait que je lui ressemble, que je la remplace auprès de mes parents, c'était ma sœur. C'est votre sœur. Il fallait que je comprenne pourquoi j'en voulais tant, notamment à la police, qui n'est pas intervenue tout de suite, qui a monté l'assaut quelques heures après. J'ai associé ça à l'idée qu'elle est décédée parce qu'elle a dû attendre l'arrivée des secours. Et vous avez été la personne qui devait prendre tout en main, en quelque sorte, et représenter la place absente? Oui, la place absente, il fallait que je l'occupe. C'est-à-dire que j'ai senti une telle détresse chez mes parents, et j'en avais une aussi, bien sûr, qu'il fallait que je... Comment on vit à cette violence de cette mort brutale? Déjà, on prend conscience qu'elle existe comme ça. Oui. On sait qu'elle existe ailleurs dans le monde et qu'il y a des guerres et qu'il y a des bombes et qu'il y a des enfants tous les jours qui meurent. Mais quand ça vous arrive personnellement, c'est comme une violence personnifiée. Il y a une personnification de la violence. Il y a un meurtrier qui s'est suicidé, qui était son mari. Il y a une violence faite aux femmes. Donc il y a une conscience aiguë à ce moment-là qui grandit de la cause des femmes, finalement. Vous avez 14 ans? Oui, j'avais 14 ans. Et il y a une rupture scolaire. J'ai arrêté de travailler à l'école. Pour lui ressembler, il fallait que je devienne un peu comme elle. Et elle était une très mauvaise élève quand elle était enfant. Oui. Donc il fallait que je fasse ça pareil, quoi. Donc il y a une rupture scolaire, il y a
qui s'est répercuté quelques années plus tard, bien sûr, mais et oui, comme une forme de dissociation, quoi. C'est-à-dire, il y a moi qui continue à exister, et il y a elle qu'il faut que je fasse revivre. Et c'est de ça dont on se remet jamais. Je me marierai jamais 2 fois, parce que c'est son 2e mari qui l'a tuée. Oui. Vous voyez, c'est ce genre de barrages symboliques, Oui. quelque part, Oui. qui sont inscrits. C'est dans ce sens-là que je dis, on ne s'en remet jamais complètement. Voilà. Et ce n'est jamais dans votre écriture, cette histoire, ou du moins c'est larvé peut-être, c'est caché. Si, il y a un texte, d'ailleurs, qui est revenu en souvenir aujourd'hui, mais je ne l'ai pas Oui. republié, qui est un hommage que je lui rends, mais qui ne coïncide pas avec la date de sa mort. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit ça. Pourquoi je l'avais écrit en novembre? Ici, il y a une petite référence où il y a une photo d'elle, avec moi, il y a un blouson rouge et je suis dans ses bras, où j'ai 13 ans et là, elle a 27 ans. Et j'avais fait un petit texte d'hommage à elle qui revient de temps en temps sur Facebook. Mais aujourd'hui, je l'ai pas repartagé. En tout cas, c'est dur de continuer après ça. Oh c'est à la fois dur, puis en même temps, il faut continuer. Oui. On ne peut pas s'arrêter à des choses aussi terribles. Si on s'arrête, on meurt tout de suite, quoi. Anne, je reviens sur cette lampe sur scène. Si elle se mettait à parler seule, j'ai imaginé un de vos textes. Nulle aube pour ressembler à la suivante. Nous sommes l'éclat des abandons, la quintessence de l'oubli, sans retour possible, avec la grâce pour horizon. C'est très beau. Merci, Jacques. Quand vous sentez-vous capable d'écrire ces mots? Ben, notamment en écho à ma sœur. C'est évident que ça parle de ça aussi. Oui. L'éclat des vies, les retours impossibles. Et la grâce pour horizon. Oui. C'est-à-dire ne jamais quitter l'idée que, au-delà de tous les drames, au-delà de toutes les horreurs, c'est presque une affaire de dignité. On se doit de relever la tête à chaque fois, quoi qu'il nous arrive. On se doit d'essayer de transmettre le plus beau possible. Le mot beau est galvaudé, hein, je veux dire, il est utilisé à tort et à travers, et parfois à bon escient. Mais quand je dis transmettre le beau le plus possible, c'est aussi redonner la joie aux autres. Hein, c'est hyper important, ça, pour moi. Je comprends mieux. Vous avez toujours été très discrète sur cette, je dirais, une histoire intime, en quelque sorte. Et en même temps, ne la connaissant pas spécialement, pratiquement beaucoup de personnes qui vous entourent ne savent pas qu'il y a chez vous cette blessure, cette bleue et la morsure, même si c'est un très joli titre qui est aussi sur un roman policier dont nous parlerons tout à l'heure. Mais ça donne aussi une compréhension à votre écriture, tantôt hurlante, tantôt rageuse, tantôt tendre, tantôt très belle, toujours très belle, mais je dirais avec cette grâce pour horizon, on comprend mieux. Et je trouve pour quelqu'un qui, non pas qui se raconte, mais qui dit beaucoup, vous avez été très discrète sur ça. C'est du domaine de l'intime, ça. Oui, puis je considère que les réseaux ne sont pas faits pour épancher, pour s'épancher de notre propre vie. Il y a des choses personnelles qui ne regardent que soi-même. Mais après, libre à chacun de faire comme il l'entend. Bien sûr. Je ne suis pas en train de juger. Non, bien sûr. Mais c'est un épisode, par exemple, que probablement peu de gens connaissent. Probablement. Oui. Les proches. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous confiez beaucoup à la feuille, ou à la voix, mais vous n'avez pas dit l'essentiel où il était. Donc la lampe tempête, quelque part, c'est la coulisse, là. C'est la coulisse qu'elle ne dit pas. C'est vrai. Votre dernier livre, Bleu et la morsure, aux éditions Jacques Flamand, ce n'est plus de la poésie. C'est de la prose, un policier. En même temps, c'est très beau. C'est une multitude de personnages, beaucoup de femmes. Une intrigue qui est très belle, avec des retours en flashback, etc., avec des témoins, des témoignages. Racontez-nous un peu, et ce livre, et ce titre. Alors, Bleu et la morsure, bleu parce que c'est une cicatrice qui disparaît jamais vraiment. Donc, elle conserve sa teinte bleue. La morsure, c'était le titre de départ. Il se trouve qu'il y a au moins 200 références de livres possibles qui s'appellent La morsure. Donc, il fallait un peu étoffer, changer la chose. La morsure, c'est parce qu'il y a un événement dans ce livre qui est directement référencé à des morsures.
donc je ne dévoile pas de quoi il retourne. Je suis partie du principe, en essayant d'appliquer le peu de choses que je connais en dramaturgie, là je fais référence au théâtre, qu'il fallait créer des surprises et des rebondissements pour maintenir le lecteur en haleine. Mais au départ, je n'étais pas du tout partie pour écrire un roman noir. Il n'y avait pas d'intrigue policière, il n'y avait rien. Il y avait, le postulat de départ, c'était un personnage masculin, qui n'est pas moi, sur lequel que je ferais parler, qui serait donc le narrateur, qui parlerait de lui et de sa vie, et à qui j'attribuerais toutes les tares, tous les défauts de ce que j'aime pas chez un être humain. Oui. Puis au bout de 20 pages de ça, je me suis dit, mais je vais jamais tenir la longueur, à ne tenir que ça. Il se trouve que dans ses fréquentations, il a la rue du Port et il fréquente des prostituées, uniquement des femmes prostituées. Oui, donc il dresse le portrait de ces femmes, il y a des portraits qui émaillent le récit à ce moment-là. Et puis après petit à petit, je suis arrivée à ce que je vous disais, construire des surprises, et l'intrigue est née de ça. Quel rebondissement je peux apporter pour maintenir l'intérêt du lecteur. Je trouve que le personnage principal, à la fin, et même parfois pendant, on a une tendresse pour lui, parce qu'on sait que lui-même a eu un drame. Donc tout ce qu'on voit, on sait qu'il y a un passé. Oui. Et bien sûr, on le voit. Et on ne le dit pas tout de suite. On ne le dit pas. Voilà. Oui. Donc ce personnage, vous avez réussi à nous le rendre, non pas sympathique, mais on attend de voir qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ça. Les portraits de femmes sont saisissants. Ce sont toutes des femmes, des prostituées, mais en même temps, avec chacune sa fragilité, chacune ce que l'autre attend d'elle, lui en particulier, parce qu'il les aime différemment. Et c'est très intéressant, dans le sens, c'est touchant. Et je me suis posé la question, quelle était la distance de l'auteur face à ce récit? Alors là, on est de nouveau dans quelque chose qui pourrait évoquer la rage, c'est-à-dire que il y a une prise de parole qui est faite dans l'idée d'être dans la revendication, en tout cas sur un sentiment d'indignation. Il y a un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours qui m'émeuvent et qui m'indignent. Le nœud du passé de cet homme dont je ne vais pas parler était le moteur principal. Il est clair que partir d'un personnage que je voulais définir comme étant antipathique, au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi il est comme ça? Ce que je dis dans le roman, ce sont les propres questions que j'ai tenté d'élucider en écrivant, que je me suis posée. Et donc du coup, il est clair que moi-même, petit à petit, de l'être détestable que je voulais rendre, il est devenu compréhensif. Les motifs de son état, de sa manière d'être, ont été exposés. Ça lui donnait des raisons d'être. Et moi-même, je suis rentrée petit à petit en empathie pour lui et en affection. C'est ce que j'ai vu. Ça veut dire que vous cherchez toujours le pourquoi de l'être. Qui était-il avant, entre guillemets, qu'est-ce qui a déclenché? Et dans ce livre, c'est très beau, parce que vous nous conditionnez en tant que lecteur, non pas à lui trouver des excuses, mais à savoir qu'il y a eu quelque chose. Et à deviner ça, à pressentir. Et l'empathie, c'est exactement le mot. Est-ce qu'on peut regarder le livre dans vos mains? Oui, bien sûr. Voilà. Mais dernière chose, c'est pas psychologisant non plus. Non, pas du tout. C'est même. Ça va le cadre plus haut? Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je me cache derrière comme ça. On a de nouvelles photos de vous qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Vous avez les cheveux au vent, vous êtes dansante, enfin un côté, je dirais, voilà, on les verra. C'est un ventilateur, il ne faut pas le dire. Oui, mais ça on imagine, mais c'est très joli. Quel est le nom du photographe? Parce que bien sûr, on va mettre les photos avec ses droits. C'est Pascal Lazzaretti. Oui, c'est un grand photographe en tout cas. C'est un vieil ami à Genève que je n'avais pas revu depuis
au moins 20 ans. Oui. Et on s'est retrouvés. Il est en train de préparer une série de portraits de femmes. Oui. Il a une manière très particulière de saisir le regard des femmes. Oui. Il n'est pas du tout dans des clichés, les clichés habituels que des J'ai portraits. trouvé chez lui, son shooting est plein de mouvements. C'est-à-dire que vous êtes en mouvement. Pas seulement vos cheveux, pas seulement votre visage, pas seulement vos bras. C'est un mouvement de femme. Il y a un clair de femme, il y a un mouvement de femme. Est-ce que c'est une renaissance, ces photos? Ça signe quelque chose pour vous? Non, je crois pas. Non. Non, c'est aussi une résignation. Bon, j'ai la tête que j'ai à l'âge que j'ai et je fais avec. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? C'est gentil de me rassurer. Non, mais après, il est très fort parce que pendant le shooting, c'est comme on dit ça comme ça, pendant les prises de vue, il est très fort parce qu'il me disait « Ah, mais qu'est-ce que c'est bien de te photographier, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, qu'est-ce que c'est facile ». Donc il vous met dans un rapport de confiance avec vous-même, où vous vous dites, tiens, peut-être qu'il voit des choses assez jolies, et ça vous libère un peu, ça vous donne confiance. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé ces photos, et je ne pensais pas que vous feriez des photos comme ça, parce que ce sont des photos qui sont des photos de vous, en mouvement, mais en même temps, ce sont vraiment des photos, c'est pas du tout négatif ce que je dis, hein. Moi j'adore les photos de mode, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des photos vivantes, des photos de tourbillons, c'est très très beau. Voilà. Alors, je reviens à cette image de la lampe tempête qui attend. Servante. Servante, oui. Alors, je reviens à cette image. On a l'impression qu'elle prend la parole sur scène pour faire venir quelqu'un. Et on a ces mots. De ce matin clair, je retiens la brume de tes yeux, la chaleur de ta voix, la vague de tes mains. Viens, que je te raconte la buée des jours. Comment est la buée des jours que veut raconter Anne Perrin? Je vais revenir sur les mêmes choses. Hein. La buée des jours, c'est l'émotion. On peut avoir de la buée dans les yeux parce que les larmes s'agglutinent sans forcément couler, mais l'œil devient un peu transparent et avec des éclats de larmes parce qu'on est ému. Et ça peut être dans le pire comme dans le meilleur. Avec tous les milieux qui existent également, hein, sans être forcément dans les Mais c'est une femme amoureuse qui écrit ça, hein. La chaleur de ta voix, la vague de tes mains. Même quand je ne suis pas amoureuse, j'aime bien parler d'amour. Et j'arrive, peut-être que la vie m'a fait ces cadeaux-là, Elle est caressante, m'avoir donné suffisamment souvent l'occasion d'éprouver un sentiment amoureux à l'égard de quelqu'un, pour que même quand dans ma vie ça n'existe pas, je puisse transfigurer, sublimer et en reparler comme si c'était là. Il y a quand même... C'est pas toujours moi, hein, qui cause. C'est pas toujours de moi-même dont je suis en train de parler. C'est peut-être aussi des moments souvenirs, justement, des références à des choses passées. Et je fais en sorte de convoquer ça pour le redire au travers de l'écriture. Vous êtes une grande amoureuse quand même. Oui, bien sûr. Il est de tradition dans l'escale de Jeanne de lire un texte, de chanter, de danser. Enfin, on n'a pas dansé encore, mais qu'est-ce que vous feriez? Moi, je vais lire quelque chose, là. Je peux prendre un extrait de Bleu et la morsure? Bien sûr. C'est le seul que j'ai sous la main. Et je l'ouvre au hasard. Hein. Ouais. Alors. La nuit me fut douce. C'est peut-être même la première fois qu'elle fut ainsi. Un rêve s'est poursuivi jusqu'au matin, me laissant pantois. J'ai revu mes années de tendre enfance. Sont apparus les champs de blé, les troupeaux de vaches, chèvres et moutons que j'aimais tant visiter. J'ai de la buée dans les yeux, c'est ça qui m'empêche de... C'est émouvant, continuez. Excusez-moi. Sur mon petit vélo, à peine plus grand que moi, je faisais le tour du domaine, prenant garde à ne pas ramener mes pantalons tout déchirés. Ce qui faisait un peu trop partie de mes habitudes au goût de ma mère. Ma mère et son visage de douceur. Ma mère et ses mains de besogneuse à taper le linge avant de le suspendre pour bien le lisser. Ma mère et son fumet de soupe aux légumes auquel nous faisions honneur, y ajoutant un morceau de lard que père coupait de son couteau de poche. Le sourire de mère à nous voir nous régaler. Les chaussures de père fumant à côté de l'âtre, toute crottée de sa journée. La pipe à rembourrer, laissant présager une délicieuse odeur de tabac, mélange de vanille et de bois fumé.
Ça vous émeut? S'émouvoir de soi-même, c'est beaucoup, mais oui, il y a un peu de ça, ouais. Il y a des images qui reviennent. Oh, il y a beaucoup d'inventions aussi. Bien sûr, oui, je sais. On dit, moi je pense c'est peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps à réellement me décider à écrire vraiment, c'est-à-dire à y consacrer du temps, j'entends. C'est que je crois que je suis faite de souvenirs, de choses accumulées qui sont des nourritures, dont je suis imbibée, on va dire. Mais après, je sais que ce livre-là est totalement imaginaire. Il n'y a rien, il n'y a aucune référence à une biographie particulière de ma propre vie. Oui. Par contre, je suis pratiquement sûre que tout ce qui est raconté à partir de l'imaginaire est référencé sur des sensations que j'ai ramassées, réunies entre elles, et qui sont des petits bouts de plein de choses différentes. Mais le déroulé lui-même n'a rien à voir avec un moment réel vécu, quoi. Je vous avais interviewé, comme on l'a dit. Je n'ai pas voulu revoir la vidéo. Il me restait l'image d'une femme forte et fragile, rageuse et tendre. Pour moi, l'image n'a pas changé. Et vous, Anne, qu'en pensez-vous? Avez-vous changé? Je crois qu'on change toujours, oui. Oui. Mais on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'on peut aspirer à évoluer vers du mieux. Si on fait l'effort d'apprendre, si on fait l'effort de connaître, si on essaye de comprendre et savoir, tout en échouant lamentablement la plupart du temps, mais si on est dans toute cette curiosité, c'est bien dans le but d'évoluer et donc de changer. Je reste émue de cette lampe servante, autour de laquelle j'ai enroulé cette escale de Jeanne avec vous. Comme un phare, pour moi elle m'a aidée, et peut-être pour vous comme un calvaire que cette lampe. Et je reprends encore vos mots. Nulle aube pour ressembler à la suivante. Nous sommes l'éclat des abandons, la quintessence de l'oubli, sans retour possible, avec la grâce pour horizon. Anne Perrin, un grand merci. Merci à vous, Jeanne. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous poser ou je n'ai pas su vous poser comme question et que vous auriez aimé que je vous pose? C'est à vous. Je crois que la plus belle des questions, c'est le silence, non? Oui. Auquel on répond par un silence. Et à partir de là, ce sont vos yeux qui me parlent et moi je vous parle avec mes yeux. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview. J'avais peur aussi, parce que je me suis dit, nous allons un peu loin, est-ce qu'elle va accepter de se dévoiler? Est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va pas? C'est toujours un risque, la rencontre avec l'autre. Et toujours le début est un peu général. Et après, on s'accroche. Et je crois que nous avons pu trouver ce point de jonction, comme avec les autres fois où j'ai fait d'autres escales. Je vous remercie aussi de nous avoir raconté cette part de vous à 14 ans, qui peut-être aussi nous aide à mieux vous connaître, non pas seulement en personne, mais dans votre écriture, dans tout ça. Un grand, grand merci à Anne Perrin. Merci à vous, Jeanne. Et nous finirons, comme à l'habitude, avec la musique du générique d'Alain Warou. Merci. Merci, Jeanne.